Le marbre du couloir résonnait sous des talons Louis Vuitton, et j'ai su que j'avais quelques secondes, juste quelques secondes, pour décider. Mon cœur battait la chamade, une folie qui me tordait les entrailles, alors que je cachais le body derrière mon dos. Sophie, oui, c'était Sophie Hartwell, ou Thorne. Enfin bref, elle est apparue dans l'embrasure de la porte de la chambre de Julien, aussi impeccable qu'un tableau de magazine, baignée dans cette lumière dorée du soir qui rendait tout irréel. Cheveux platine impeccables, peau hâlée, tenue de yoga de créateur qui coûtait l'équivalent de mon loyer à Paris. Elle a balayé la pièce du regard, de Julien dans son berceau, nu, à moi, raide comme un piquet près de la table à langer. Ses sourcils parfaitement microbladés se sont froncés. Pourquoi mon fils n'est-il pas habillé? Sa voix douce comme du miel, mais avec une pointe d'acier que je commençais à bien connaître. Une voix habituée à être obéie sans délai. Pierre sera là dans 20 minutes. Il veut prendre Julien dans ses bras. Vous avez été embauché pour prendre soin de mon fils, pas pour le laisser nu. J'ai pris une lente inspiration. C'était un peu comme être au bord d'une falaise, prête à sauter dans le vide. J'ai sorti le body, le retournant pour révéler les centaines de minuscules épines de cactus qui scintillaient sous le lustre en cristal. Parce que j'ai trouvé ceci, Madame Thorne. Ma voix a tremblé légèrement, mais pas de peur, non. C'était une fureur froide qui bouillonnait dans moi. Pouvez-vous expliquer pourquoi les vêtements de votre fils sont recouverts d'épines de cactus et de papier de verre cousu à l'intérieur? L'air dans la chambre, opulente et suffocante, s'est figé instantanément. J'ai observé Sophie comme une infirmière observe son patient, notant chaque changement subtil. Ses pupilles ont dilaté une demi-seconde. Ça, c'était un vrai choc. Puis ses yeux bleus ont glissé vers le berceau de Julien. Calcul. Sa mâchoire s'est serrée, presque imperceptiblement. Préparation. Et enfin, comme un masque parfaitement ajusté, l'expression d'une mère inquiète, confuse, est apparue. Si parfaite que j'aurais pu y croire si je n'avais pas vu la séquence juste avant. « Quoi? » s'est exclamée Sophie, sa voix montant d'un cran, une main se posant sur sa bouche dans un geste d'horreur exécuté avec une facilité déconcertante. C'est un body que j'ai acheté la semaine dernière chez Hermès, rue du Faubourg. C'est du coton biologique italien, certifié hypoallergénique. Il n'y a aucune chance que... Il y en a. J'ai coupé court, m'approchant d'elle, le body tendu. Regardez, touchez-le. Sentez les épines, sentez le papier de verre. Sophie n'a pas bougé, n'a pas tendu la main pour toucher la preuve. Ses yeux ont fait l'aller-retour entre le body et mon visage. Et à ce moment-là, j'ai vu la froideur du calcul derrière cette façade de panique. Ça doit être la faute du pressing, a-t-elle dit, sa voix reprenant son aplomb. J'envoie tous les vêtements de Julien à Madame Laurence, avenue Montaigne. Ils vont payer pour ça. Je les poursuivrai jusqu'à la ruine pour avoir blessé mon fils. Les pressings ne coûtent pas d'épines dans les vêtements, Madame Thorne, ai-je répondu, ma voix stable maintenant. Parce que j'avais vu la vérité dans ses yeux. J'avais vu le monstre sous le masque parfait. Ses épines ont été cousues à la main. Les points sont irréguliers. Le fil ne correspond pas au tissu d'origine. Le papier de verre a été collé avec un adhésif textile spécialisé. Quelqu'un a délibérément altéré ce body après l'achat. Sophie s'est rapprochée, l'espace entre nous se réduisant. Quand elle a parlé, sa voix est tombée dans un murmure d'une douceur écœurante. « Écoutez-moi bien, petite infirmière. Vous êtes ici depuis 12 jours. Vous ne savez rien de cette famille, de mon mariage, de ce qui se passe vraiment dans cette maison. Savez-vous qui est mon mari? Savez-vous ce qui arrive aux gens qui s'ingèrent dans les affaires de la famille Thorne? » Je n'ai pas reculé. J'ai pensé aux brûlures de cigarettes sur mon propre bras quand j'avais 5 ou 6 ans. J'ai pensé aux adultes qui avaient détourné le regard quand je les suppliais de me croire. Je ne détournerai pas le regard de Julien. Je sais qui il est, ai-je dit, soutenant les yeux bleus froids de Sophie.
Et je sais qu'il aime Julien. S'il voit les 53 blessures sur le corps de son fils, s'il apprend pourquoi Julien pleure chaque fois qu'il le prend dans ses bras, j'ai laissé la phrase en suspens et pour la première fois, j'ai vu quelque chose comme de la peur scintiller dans les yeux de Sophie. Le son d'un moteur a roulé depuis le garage. Pas le bruit d'une voiture ordinaire, mais le grognement profond, inimitable, d'une Rolls-Royce Phantom. Et j'ai vu Sophie se raidir instantanément, comme un serpent sentant les pas d'un chasseur. Dans les quelques brèves secondes avant que la porte de la chambre ne s'ouvre, j'ai observé Sophie ajuster rapidement son expression, effaçant la menace froide pour la remplacer par le sourire doux d'une femme attendant le retour de son mari. La transformation était si fluide, si dérangeante, comme si Sophie avait pratiqué ce moment des milliers de fois devant un miroir. Des pas lourds ont résonné sur l'escalier en marbre. Chaque pas mesuré et délibéré, comme un compte à rebours vers quelque chose d'inévitable. Puis il est apparu dans l'embrasure de la porte et j'ai compris d'un coup pourquoi tout Paris tremblait au nom de Pierre Thorne. Il mesurait 1,90 m, des épaules larges, des cheveux foncés parsemés de quelques mèches d'argent, aux tempes qui lui donnaient la présence imposante d'un homme de 36 ans qui avait vécu plus que la plupart. Une légère cicatrice courait le long de sa mâchoire gauche, le vestige d'un assassinat raté 5 ans plus tôt, dont j'avais entendu parler à voix basse. Ses yeux gris-bleus, froids comme la glace, ont balayé la pièce, enregistrant tout en un instant. Un costume Tom Ford gris anthracite parfaitement ajusté, une montre Patek Philippe brillant à son poignet. Tout chez lui irradiait la puissance et le danger. C'était l'homme qui contrôlait 60% des opérations souterraines de la capitale. L'homme qui, selon les rumeurs, enterrait ses ennemis pour un simple regard de travers. Et j'étais sur le point d'accuser sa femme de maltraiter son fils. « Pourquoi mon fils n'est-il pas habillé ?» a demandé Pierre, sa voix basse et létale, son regard passant de Julien, nu dans son berceau, à Sophie, puis à moi. Derrière lui, un autre homme est entré, grand, avec des cheveux militaires courts et des yeux qui scannaient constamment la pièce comme s'il évaluait les menaces. C'était Roman Steele, le bras droit de Pierre, celui dont le personnel de maison murmurait le nom avec respect. « Mon amour », a commencé Sophie, sa voix mielleuse alors qu'elle s'approchait de son mari avec un sourire radieux. Il y a eu un petit malentendu. Cette nouvelle infirmière est... Monsieur Thorne, ai-je coupé court, ma voix tremblant, non pas de peur, mais de résolution. Je savais que c'était peut-être la dernière décision de ma vie, mais en pensant aux 53 blessures sur le petit corps de Julien, je n'avais pas d'autre choix. Vous devez voir ceci. Je me suis avancé, tendant le body retourné vers Pierre. Sophie a tendu le bras pour m'arrêter, mais un regard froid de Pierre l'a figé sur place. Il a pris le body, ses sourcils se sont froncés quand il a vu les minuscules épines scintiller sous la lumière. Son doigt a effleuré l'une d'elles, et il a retiré sa main brusquement alors que la pointe perçait sa peau. Une petite goutte de sang est perlée à son doigt, et à ce moment-là, j'ai vu quelque chose changer dans ses yeux gris-bleus. La glace a fondu, remplacée par le feu. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» a demandé Pierre, sa voix à peine un murmure, mais plus terrifiante que n'importe quel cri. Il a retourné le body, ses doigts traçant les rangées d'épines cousues avec soin, touchant les patchs de papier de verre collés là où il frotterait contre la poitrine, le dos et les cuisses d'un bébé à chaque mouvement. « Pierre, mon chéri, je peux expliquer, » a commencé Sophie, sa voix plus haute maintenant, plus rapide, le calme parfait de tout à l'heure s'effondrant. C'est sûrement la faute du... Pierre a levé une main et Sophie s'est tue comme s'il lui avait coupé l'air. Il n'a pas regardé sa femme. Ses yeux sont restés fixés sur le body, sur les minuscules épines conçues pour percer la peau délicate de son fils jour après jour. Puis il a levé les yeux, son regard se déplaçant lentement vers le berceau où Julien reposait.
son petit corps marqué de taches rouges que Pierre comprenait maintenant n'être ni des allergies ni une peau sensible. « Romain, » a dit Pierre, sa voix fendant le silence comme une lame. « Verrouillez toute la propriété. Personne ne sort. Personne n'entre. » « Pierre, tu ne peux pas, » a haleté Sophie, la vraie peur perçant enfin son visage impeccable. « Silence, » a dit Pierre. « Juste 2 mots, mais assez pour faire reculer Sophie comme si elle avait été frappée. » Il s'est tourné vers moi et j'ai eu l'impression d'être scanné, évalué, disséqué. « Vous, » a-t-il dit, « expliquez tout. » J'ai pris une profonde inspiration et j'ai commencé à tout expliquer depuis le début. De la façon dont j'avais remarqué le schéma anormal des blessures sur le corps de Julien, la répartition différente de toutes conditions dermatologiques que j'avais vues en 7 ans en tant qu'infirmière pédiatrique, jusqu'au moment où j'avais décidé d'examiner ses vêtements et découvert l'enfer cousu dans la soie italienne. Pierre a écouté en silence, son visage illisible. Mais la main qui tenait le body s'est serrée jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Quand j'ai fini, il n'a pas parlé. Il a simplement posé le body sur la table allongée et s'est dirigé vers le berceau. J'ai vu Sophie se crisper, ses yeux suivant chaque mouvement de son mari comme une proie observant un prédateur. Pierre est resté un long moment près du berceau, regardant son fils allongé là, juste dans une couche, les marques rouges éclatantes sur sa peau d'un blanc laiteux. Puis il s'est penché et a glissé doucement ses mains sous Julien, le soulevant avec une tendresse presque révérencieuse, comme s'il tenait la chose la plus précieuse au monde. Et puis quelque chose de miraculeux s'est produit. Julien n'a pas pleuré. Le bébé de 4 mois qui, selon Sophie, hurlait toujours quand son père le touchait, reposait maintenant tranquillement dans les bras de Pierre. Des yeux gris-bleu identiques à ceux de son père le fixant avec curiosité et calme. Il n'y avait pas de gémissement, pas de lutte, juste un bébé enfin tenu par son père, sans des centaines de minuscules épines lui perforant la peau. J'ai vu Pierre se figer, ses yeux s'écarquillant alors qu'il regardait son fils, comme s'il le voyait pour la première fois. « Il ne pleure pas », a chuchoté Pierre, sa voix hésitante. 4 mois, et dans 4 mois, chaque fois que je le prenais, il pleurait comme si je le blessais. Et maintenant, parce que Julien ne porte pas de vêtements, Monsieur Thorne, et je dis doucement, Julien n'a pas peur de vous. Il ne l'a jamais été. Il avait mal. Chaque fois que vous le teniez habillé, les épines s'enfonçaient plus profondément dans sa peau à cause de la pression de vos bras. Il pleurait de douleur, pas parce qu'il détestait son père. Pierre s'est lentement laissé tomber dans le fauteuil à bascule près du berceau, Julien toujours serré contre sa poitrine. Il a commencé à examiner le corps de son fils, ses doigts tremblants traçant chaque marque rouge, chaque égratignure, chaque abrasion. Ses lèvres se sont amincies à chaque blessure qu'il comptait. Je suis restée silencieuse, regardant l'homme le plus puissant de Paris compter les blessures sur le corps de son enfant avec des mains tremblantes. Quand il s'est arrêté, sa voix n'était qu'un murmure étranglé. 53 blessures, c'était le nombre que j'avais compté. Et entendre Pierre le confirmer rendait la vérité plus lourde dans la pièce. « Monsieur Thorne », ai-je continué, ma voix professionnelle mais empreinte de compassion. Vous devez comprendre le schéma. Julien ne pleurait que lorsqu'il était habillé. Julien ne pleurait que lorsque vous le teniez. Parce que vous le teniez après qu'il ait déjà été habillé. Mais quand Madame Thorne tenait Julien, j'ai fait une pause, jetant un coup d'œil à Sophie, immobile dans un coin, son visage dénué de toute couleur. Quand Madame Thorne tenait Julien, il ne pleurait pas parce qu'elle le déshabillait d'abord. Il était calme avec sa mère parce qu'elle était la seule à ne pas le blesser. Le silence s'est étiré à l'infini. J'entendais mon propre cœur battre, la respiration superficielle de Sophie, le doux bruissement du vent à travers la fenêtre de la chambre. Puis Pierre a levé la tête et j'ai vu quelque chose dans ses yeux qui avait changé pour toujours. Compréhension, réalisation, et sous tout ça, une fureur bouillonnante. Retenu par une volonté de faire, mais toujours palpable,
comme une chaleur irradiante d'une fournaise. Tout était conçu, a dit Pierre lentement, chaque mot tombant comme de la glace, pour me faire croire que mon fils me détestait, pour me faire penser que j'étais un père terrible, pour me faire sentir coupable de trop travailler, pour me rendre dépendant d'elle parce qu'elle était la seule à pouvoir l'apaiser. Tout était conçu. Il s'est tourné pour regarder Sophie et j'ai vu cette femme impeccablement belle reculer sous le regard de son mari, comme si elle se trouvait face à la mort elle-même. « Romain » a appelé Pierre, sa voix si calme qu'elle était terrifiante. Le genre de calme qui règne au centre d'une tempête avant que tout ne soit déchiré. « Emmenez Madame Thorne au poste de sécurité dans l'aile est. Assurez-vous qu'elle ne puisse contacter personne. » Romain a hoché la tête sans la moindre hésitation. Comme si détenir la femme de son patron était la tâche la plus ordinaire du monde, il s'est dirigé vers Sophie d'un pas assuré, d'un homme habitué à exécuter des ordres sans question. « Pierre, tu ne peux pas faire ça !» a hurlé Sophie, sa voix perdant tout contrôle pour la première fois, stridente et paniquée. « Je suis ta femme! Je suis la mère de Julien! Tu vas croire une infirmière qui est ici depuis 12 jours plutôt que ta propre femme? Elle essaie de détruire notre famille. » Pierre ne l'a pas regardé. Ses yeux sont restés fixés sur le visage de Julien, paisible dans ses bras. La petite main du bébé s'est refermée autour de son doigt comme si, pour la première fois, Julien se sentait en sécurité avec son père. « Romain, » a dit Pierre, juste un mot. Et Romain a attrapé le bras de Sophie et a commencé à la conduire hors de la pièce. Elle s'est débattue, ses ongles manucurés griffant la peau de Romain, mais le grand homme n'a pas bronché. « Tu vas le regretter », a hurlé Sophie alors qu'elle y était traînée par la porte. « Tu n'as aucune idée à qui tu as affaire. Tu te crois puissant. Tu n'es rien. Cette infirmière va payer pour ça, et toi aussi. » Les cris de Sophie ont résonné dans le couloir, s'estompant de plus en plus jusqu'à ce qu'un lourd silence s'installe sur la suite somptueuse. Je suis resté figé près de la table à langer, ne sachant plus quoi faire. J'avais accusé la femme d'un baron du crime. J'avais vu cette femme être emmenée. Et maintenant, j'étais seul dans la pièce avec l'homme le plus dangereux de la côte Est. Chaque instinct de mon corps criait de courir, de disparaître avant que Pierre Thorne ne décide que j'étais une menace à gérer. Mais mes pieds ne bougeaient pas. Pierre est resté assis dans le fauteuil à bascule, Julien endormi dans ses bras, le petit visage du bébé paisible pour la première fois depuis que j'étais venu travailler ici. Un long moment s'est écoulé avant que Pierre ne parle, sa voix basse et fatiguée, complètement différente de la froide menace d'avant. « Pourquoi n'avez-vous pas gardé le silence? » J'ai cligné des yeux, ne m'attendant pas à ce que ce soit sa première question. « Vous savez qui je suis. Vous savez ce qui aurait pu arriver si vous vous étiez trompé. Vous auriez pu vous taire, garder votre emploi, garder votre vie. Pourquoi avez-vous choisi de parler? » J'ai regardé Julien dormir, les marques rouges encore visibles sur sa peau laiteuse, et j'ai pensé à la chambre sombre de ma première famille d'accueil, à l'odeur de cigarettes et de whisky, à mes propres pleurs que personne n'avait jamais entendus. Parce que quand j'avais 6 ans, personne ne m'a cru, ai-je dit, ma voix à peine plus qu'un murmure. Pourtant, cela a résonné dans la pièce silencieuse. J'avais des brûlures de cigarettes sur les bras, et personne n'a même regardé. Je suppliais les adultes de me croire, et ils détournèrent le regard. Je ne ferai pas ça à Julien. Je ne détournerai pas le regard quand un enfant souffre. Pierre m'a étudié si longtemps que je me suis senti dénudé, comme s'il pouvait lire chaque cicatrice invisible que j'avais portée pendant les 21 dernières années. Puis il a hoché la tête lentement, un petit geste qui contenait une compréhension inattendue de la part d'un homme comme lui. « Votre mère d'accueil, Marguerite, » a dit Pierre, me faisant tressaillir en entendant ce nom. « Elle est à la Pitié-Salpêtrière, cancer de stade 3. Vous avez besoin de 180 000 € pour le traitement. » Je n'ai pas demandé comment il savait. Un homme qui contrôlait 60% du monde souterrain de Paris aurait enquêté sur quiconque entrait chez lui.
Je m'en occupe, a dit Pierre simplement. Les frais de traitement, les meilleurs médecins, une chambre privée, tout ça. Monsieur Thorne, je ne peux pas, ai-je commencé. Ce n'est pas un remboursement. Pierre m'a coupé. C'est un acompte. J'ai besoin que vous restiez pour prendre soin de Julien. Du moins jusqu'à ce que je sache qui d'autre dans cette maison travaillait pour Sophie, en qui je peux avoir confiance. Vous avez prouvé que vous étiez prête à risquer votre vie pour mon fils. Dans mon monde, une telle loyauté est plus rare que des diamants. J'ai regardé Julien dormir, les blessures sur son petit corps, puis j'ai regardé l'homme qui attendait ma réponse. Je savais que si j'acceptais, j'entrerais dans le monde de Pierre Thorne, un monde dont je ne pourrais pas m'échapper. Mais quand j'ai pensé à Marguerite allongée dans un lit d'hôpital, quand j'ai pensé à Julien ayant besoin de quelqu'un pour le protéger, j'ai réalisé que je n'avais pas le choix. Je reste. 1 heure après que j'ai accepté de rester, je me suis retrouvé devant le dressing de Julien, une pièce de près de 40 mètres carrés, dédiée uniquement à la garde-robe d'un bébé de 4 mois, accompagné de Pierre et Romain. Quand la porte s'est ouverte, j'ai eu le souffle coupé. Des centaines de tenues, parfaitement organisées par couleur et par marque. Des Gucci Baby à Burberry Kids, de Dior Infant et Armani Junior. Chaque pièce valant au moins ce que je gagnais en 1 mois entier à l'hôpital public. Pierre n'a pas perdu de temps. Il a ordonné à Romain de tout sortir. Et tous les 3, nous avons commencé le travail méticuleux d'inspecter chaque article, retournant chaque chemise, chaque pantalon, chaque chaussette. J'ai montré à Pierre et Romain comment repérer les minuscules épines presque invisibles à l'œil nu, comment sentir les rugosités anormales dans le tissu, comment reconnaître les altérations cousues à la main qui ne correspondaient pas aux coutures industrielles. Nous avons travaillé dans un silence intense, seulement interrompu par le léger bruissement du tissu et le sifflement occasionnel entre les dents de Pierre quand il trouvait encore une autre tenue sabotée. Après presque 3 heures, le résultat final s'étalait devant nous comme un acte d'accusation qui n'avait pas besoin de mots. Sur les 89 tenues de Julien, 23 avaient été transformées en instruments de torture. J'ai regardé Pierre fixer les 2 piles de vêtements, l'une propre et l'autre contenant l'enfer lui-même, et j'ai vu sa mâchoire se serrer comme si elle allait se briser. Mais ce qui a attiré mon attention, ce n'était pas seulement le nombre. C'était le schéma. « Monsieur Thorne, ai-je dit, arrangeant soigneusement les tenues sabotées en une seule ligne. Voyez-vous ce qu'elles ont en commun? » Pierre a baissé les yeux, ses yeux gris-bleu scannant les vêtements. Ce sont les tenues que Julien portait quand j'étais à la maison. J'ai hoché la tête. J'ai remarqué un carnet dans la chambre qui enregistre les tenues quotidiennes de Julien et qui les a choisies. Chaque ensemble saboté a été choisi par Madame Thorne les jours où vous travailliez de la maison ou les soirs où vous rentriez tôt. Les tenues que Julien portait lorsque les photographes venaient pour des séances Instagram étaient toutes propres. Pierre est resté silencieux, absorbant de l'information. Moment de réflexion de Marie. « Attendez, je dois faire une pause ici. Tout ça, cette histoire, c'était d'une absurdité totale, n'est-ce pas? Une infirmière de quartier qui découvre une conspiration digne d'un film noir hollywoodien en retournant d'un body de bébé. Je veux dire, dans ma petite vie, mes drames, c'était les fins de mois difficiles, les rendez-vous manqués à l'hôpital. Et là, je me retrouvais au centre d'un truc d'une violence si inouïe, d'une manipulation si froide. Ça me dépassait. La richesse, le pouvoir, la façade sociale parfaite, tout ça cachait des abîmes de cruauté. Et moi, Marie, qui avait passé ma vie à essayer de ne pas faire de vagues, à être invisible pour survivre, je me retrouvais là, à devoir dénoncer la femme d'un type qui, apparemment, pouvait faire disparaître n'importe qui. Qui aurait cru qu'un simple bout de tissu changerait tout? Je ne sais pas si j'étais courageuse ou juste inconsciente. Mais une chose est sûre, revenir en arrière était impossible. Mon estomac se nouait à l'idée
mais le regard de Julien me rappelait pourquoi j'étais là. N'importe qui aurait pu le faire, non? Mais personne n'avait vu. Personne n'avait osé. C'était ça le vrai problème. Romain, appelle le docteur Dubois maintenant, a ordonné Pierre. Sa voix si froide que j'ai senti la température de la pièce chuter de plusieurs degrés. 30 minutes plus tard, le docteur Jean Dubois est entré dans ce salon du manoir Thorne, le visage pâle, la sueur perlait sur son front malgré l'air conditionné frais. Il était le médecin de famille des Thorne depuis 15 ans, un homme de 55 ans aux cheveux argentés et à l'apparence fiable d'un médecin expérimenté. Mais ses yeux évitaient constamment le regard de Pierre, et ses mains tremblaient en posant son sac en cuir sur une chaise. « Pierre, j'ai entendu dire qu'il y avait un problème avec Julien, » a commencé le docteur Dubois, essayant sans succès de paraître calme. « Je peux l'examiner immédiatement si vous le souhaitez. » Pierre ne l'a pas invité à s'asseoir. Il se tenait près de la cheminée, une main dans sa poche, sa posture détendue mais irradiant le danger comme une panthère observant sa proie. « Dubois, combien elle vous a payé? » Le docteur Dubois a cligné des yeux rapidement, son visage passant de la surprise à la panique, puis tentant la confusion. « Je ne sais pas de quoi vous parlez, Pierre. Qui m'a payé quoi? Je ne demanderai pas 2 fois. » La voix de Pierre n'a pas monté d'un décibel, mais la menace était aussi claire qu'un coup de feu. Le docteur Dubois s'est effondré dans la chaise comme un ballon dégonflé, sa tête tombant dans ses mains tremblantes. 50 000 € par mois, a-t-il chuchoté, sa voix se brisant. Elle me payait 50 000 € chaque mois pour rapporter que Julien avait la peau sensible, que les marques rouges étaient des allergies aux détergents ou aux nouveaux tissus. Elle connaissait mes dettes de jeu, 3 millions d'euros dus à un casino. Elle a menacé de me dénoncer si je ne coopérais pas. J'étais dans un coin, la nausée montant. Un médecin, un homme ayant juré de protéger les patients, avait regardé les blessures sur un bébé de 4 mois et avait menti pour cacher la maltraitance. « Emmenez-le », a ordonné Pierre à Romain. « Nous parlerons plus tard. » Tandis que le Dubois était emmené, Romain est revenu tenant un téléphone, son expression sombre. « Patron, j'ai craqué le téléphone de Madame Thorne. Il y a des messages cryptés avec un numéro qu'elle utilise régulièrement depuis 3 ans. » Pierre a pris le téléphone, a fait défiler les messages, et j'ai vu son visage se pétrifier. « Christiane Valente », a-t-il murmuré le nom comme s'il crachait du poison. « Patron », a dit Romain, la tension serrant sa voix. Si Valente avait quelqu'un à l'intérieur de la maison pendant 3 ans, il n'a pas eu besoin de finir. Je pouvais voir dans les yeux des 2 hommes la réalisation de quelque chose de bien plus grand que la maltraitance d'un enfant. Pierre Thorne n'avait pas seulement été trahi par sa femme, il avait été poignardé dans le dos par un ennemi pendant 3 ans sans jamais le savoir. Le poste de sécurité de l'aile et de la propriété était entièrement insonorisé. Aucun bruit ne pouvait s'échapper de ses épais murs et de sa porte en acier. Quand Pierre est entré, suivi de moi, Sophie était assise sur la seule chaise de la pièce, ses mains menottées à la barre métallique boulonnée à la table. Elle a levé les yeux vers nous, et j'ai été surprise de ne voir aucune trace de la femme hystérique qui criait quelques heures plus tôt. Au lieu de cela, Sophie nous a regardés avec un regard froid et méprisant, comme si elle était toujours aux commandes. « Alors, vous êtes enfin venu, » a dit Sophie, sa voix étrangement calme. « Je suppose que vous avez trouvé les messages avec Christian. » Pierre a tiré une chaise et s'est assis en face de Safim. Moins d'1 mètre les séparait. J'étais dans le coin, ayant l'impression d'assister à une pièce sombre dont je n'avais aucun rôle, mais que je ne pouvais pas détourner le regard. « Dites-moi, » a dit Pierre, sa voix dépourvue d'émotion. « Depuis le début. » Sophie a incliné la tête, un léger sourire effleurant ses lèvres parfaitement dessinées. « Quelle version voulez-vous? La femme aimante incomprise ou la vérité? » « La vérité. » Bien. Sophie s'est penchée en arrière, détendue, comme si elle était dans un spa plutôt que dans une salle d'interrogatoire. Il y a 5 ans, la famille Hartwell était au bord de la faillite,
Mon père a tout dilapidé et devait à des gens à qui il n'aurait pas dû. Vous aviez besoin d'une femme de bonne lignée pour légitimer votre image. Mon père avait besoin d'argent pour survivre. Ce mariage n'a jamais été une question d'amour, Pierre. C'était une transaction commerciale et vous le saviez. Pierre n'a pas discuté. Son visage était toujours sculpté dans la pierre. Continuez. Il y a 3 ans, j'ai rencontré Christian lors d'un gala de charité, a poursuivi Sophie. Son ton était détaché comme si elle parlait de quelqu'un d'autre. Il m'a offert un marché. Je lui donnerai des informations sur vos opérations, votre emploi du temps, vos faiblesses, et quand il serait prêt à frapper, je recevrai 50 millions et ma liberté. Pensiez-vous vraiment que je voulais passer ma vie comme une épouse décorative d'un chef de la mafia? Julien, a dit Pierre, juste un mot. Mais j'ai entendu la douleur étroitement contenue en dessous. Qu'était Julien dans votre plan? Pour la première fois, Sophie a semblé légèrement agacée, comme si la question interrompait son récit. Julien était un accident. Je n'avais jamais prévu de tomber enceinte. Mais quand c'est arrivé, Christian a vu une opportunité. Un enfant vous donnerait une nouvelle faiblesse, vous distrairait, et si je pouvais vous faire croire que votre propre fils vous détestait, vous rejetait, ne voulait que sa main. Elle a haussé les épaules. Un homme qui croit que le monde entier s'est tourné contre lui, même son propre fils, est bien plus facile à vaincre. J'ai eu mal au cœur en écoutant Sophie parler de la torture de son enfant avec l'indifférence d'une stratégie commerciale. J'ai regardé Pierre et j'ai vu sa main serrée fortement sur sa cuisse, les veines saillantes comme des cordes sous sa peau. « Avez-vous jamais aimé Julien ?» a demandé Pierre, sa voix hésitante. « Même un peu ?» Sophie l'a regardé comme s'il avait posé la question la plus ridicule imaginable. « Julien était un accident utile, Pierre. Rien de plus. Je n'ai jamais voulu être mère. Les photos Instagram, les légendes affectueuses, ce n'était que du marketing. 4 millions d'abonnés rapportent des centaines de milliers d'euros par an en parrainage. Julien était un accessoire à fort rendement. C'est tout. » Le silence qui a suivi a pesé si lourdement que j'ai senti une pression sur ma poitrine. J'avais déjà vu de la cruauté, j'avais été témoin de ce que les adultes pouvaient faire aux enfants pendant mes années en foyer d'accueil. Mais la froideur absolue de Sophie en parlant de son propre fils comme un outil m'a fait frissonner. Pierre s'est levé, son visage impassible, ses yeux comme des puits de glace profonds. « Romain, appelle Maître Hayes ici demain matin. Je veux des papiers de divorce et une requête de garde exclusive. » Elle ne reverra jamais Julien. « Tu ne peux pas, » a commencé Sophie, sa confiance se fissurant pour la première fois. « Je peux, » a coupé Pierre. « Et tu devrais prier pour que je choisisse de laisser le système légal s'occuper de toi au lieu de ma propre méthode. » Il s'est retourné et est sorti sans regarder en arrière. J'ai suivi, laissant Sophie dans la pièce insonorisée avec des cris furieux que personne n'entendrait. Cette nuit-là, quand le domaine est tombé dans le silence et que Julien dormait paisiblement dans son berceau sous la surveillance d'un garde en qui Pierre avait confiance, je n'arrivais pas à dormir. Je suis descendu à la cuisine pour me faire du thé et j'ai été surprise d'y trouver Pierre, assis seul dans l'obscurité avec un verre de whisky à la main. Il n'avait pas allumé les lumières. Seule la faible lueur de la ville au-delà de la fenêtre projetait des ombres sur son visage épuisé. J'ai hésité une seconde, puis je suis entré, j'ai versé de l'eau chaude dans une tasse et je me suis assise en face de lui. Nous sommes restés longtemps en silence, 2 étrangers jetés dans la même tempête, cherchant le calme dans la nuit. « 4 ans, » a finalement dit Pierre, sa voix rauque de whisky et de quelque chose de plus profond. 4 ans, j'ai cru avoir une vraie famille, une femme, pas parfaite, mais la mienne. Un fils qui pleurait chaque fois que je le prenais dans mes bras, mais je croyais qu'il s'habituerait à moi. Je rentrais chaque soir en espérant qu'aujourd'hui serait différent, que Julien ne pleurerait pas en me voyant. Il a levé son verre, regardant la lumière traverser le liquide ambré. Tout le reste dans ma vie est violence, transaction, survie. Mais à la maison, je pensais
pouvoir être normal, un père normal. Il s'avère que c'était un mensonge aussi. Je ne savais pas comment le réconforter. Je ne pouvais pas promettre que tout irait bien parce que je ne savais pas si ça irait. Au lieu de cela, j'ai dit ce que je savais être vrai. Julien vous aime, Monsieur Thorne. Il ne vous a jamais haï. Et maintenant, vous avez une chance de recommencer, de lui montrer qui est vraiment son père. Pierre m'a regardé dans l'obscurité, et pour la première fois depuis que je l'avais rencontré, j'ai vu autre chose que de la froideur dans ses yeux gris-bleus, quelque chose de fragile et d'inattendu, comme l'espoir surgissant des décombres. Après cette conversation dans la cuisine, Romain m'a accompagné jusqu'à la chambre où j'allais séjourner dans un avenir prévisible, un espace de près de 80 mètres carrés, situé juste à côté de la chambre de Julien. Quand la porte s'est ouverte, je me suis figé sur le seuil, incapable de croire ce que je voyais. La chambre était plus de 2 fois la taille du studio exigu que je louais à Paris, avec un lit king-size drapé de draps de coton égyptien blanc immaculé, une salle de bain privée carrelée de marbre, et de larges fenêtres donnant sur le bois de Boulogne, scintillant de lumière de la ville dans la nuit. J'ai posé mon vieux sac à dos usé sur une chaise recouverte de velours, et j'ai ressenti une étrange sensation de déplacement, comme un petit poisson jeté dans un océan inconnu. La première chose que j'ai faite après le départ de Romain a été d'appeler Marguerite. Mon cœur battait la chamade en attendant. Et quand la voix familière de ma mère d'accueil est finalement passée, j'ai failli pleurer. « Ma fille, tu as enfin appelé », a dit Marguerite, sa voix faible, mais toujours chaleureuse. Ils m'ont transféré dans une chambre VIP à la Pitié-Salpêtrière. J'ai un médecin privé qui me voit tous les jours, des infirmières 24h/24. Ils ont dit que quelqu'un avait couvert tous les frais. Tu sais ce qui se passe? J'ai dégluti difficilement, forçant ma voix à rester stable. J'ai juste aidé les bonnes personnes, maman. Concentre-toi sur ta guérison. Mary Bennett, je t'ai élevée depuis tes 16 ans, a dit Margaret, son ton s'aiguisant. Je sais quand tu mens. Où es-tu? Qu'est-ce que tu fais? J'ai regardé autour de la pièce luxueuse, j'ai pensé à Pierre Thorne, aux épines cachées dans le body, à Sophie enfermée dans la salle de sécurité, à Christian Valente et à une conspiration qui remontait à 3 ans. Je suis quelque part en sécurité, maman, ai-je dit, sachant que c'était le plus grand mensonge que j'ai jamais raconté. Je te promets. Après avoir raccroché, je me suis allongé sur le lit, mais je n'ai pas pu dormir. Je me suis retourné pendant des heures, les images de la journée défilant dans mon esprit comme un film d'horreur sans bouton pause. L'horloge numérique sur la table de nuit affichait 2h47 du matin quand j'ai finalement abandonné. J'ai enfilé un cardigan fin sur mon pyjama et j'ai ouvert doucement la porte, ayant l'intention de vérifier Julien. La douce lumière de la veilleuse en forme d'étoile dans la chambre d'enfant s'est répandue dans le couloir. Et quand je suis entré, je me suis arrêté sur le seuil. Pierre se tenait près du berceau, le dos tourné, une ombre grande et immobile dans la pénombre. Il ne portait plus son costume, juste une chemise noire avec les manches retroussées, révélant des avant-bras tatoués qui, je suppose, portaient le blason de la famille Thorne. Il se tenait là, regardant son fils dormir, et quelque chose dans sa posture, dans l'affaissement léger de ses larges épaules, m'a dit qu'il n'avait pas dormi non plus. « Vous êtes réveillé aussi », a dit Pierre sans se retourner, comme s'il avait des yeux derrière la tête, ou était simplement tellement conditionné à la vigilance qu'il sentait chaque présence autour de lui. Je suis entré, m'arrêtant à quelques pas. Je n'arrive pas à dormir. Moi non plus. Le silence s'est étiré entre nous, seulement brisé par la respiration régulière de Julien et le léger son du vent à l'extérieur de la fenêtre. Puis Pierre a parlé, sa voix basse et fatiguée, comme s'il portait le poids du monde. 4 mois. Pendant 4 mois, je suis rentré chaque soir avec l'envie de prendre mon fils dans mes bras. Et chaque fois que je le touchais, il pleurait, comme si je le tuais.
Il a fait une pause, ses doigts effleurant la barre du berceau. Je restais éveillé chaque nuit, me demandant ce que j'avais fait de mal. J'ai lu tous les livres sur comment être un bon père, j'ai regardé des vidéos, consulté des experts. Personne n'avait de réponse. Et Sophie était toujours là, me réconfortant, me disant que Julien avait juste besoin de temps, que certains bébés ne créent un lien qu'avec leur mère. Il s'est tourné pour me regarder, et dans la pénombre, j'ai vu l'épuisement profondément gravé dans ses traits acérés. Je pensais que j'étais le pire père du monde. Je pensais que mon fils pouvait, d'une manière ou d'une autre, sentir ce que je faisais dehors, ce que j'étais, et qu'il me haïssait pour ça. J'ai même pensé, il n'a pas fini la phrase, mais j'ai compris. J'avais vu le même désespoir dans de nombreux yeux. Je l'avais vu une fois dans le miroir quand j'avais 10 ans, et je croyais que j'étais la raison pour laquelle la vie de tout le monde autour de moi s'écroulait. Vous n'êtes pas un mauvais père, et je dis doucement mais fermement. Vous avez été manipulé. Sophie a tout conçu pour que vous vous sentiez ainsi, pour vous briser, pour vous rendre dépendant d'elle. Ce n'était pas votre faute. Et maintenant que vous connaissez la vérité, vous pouvez recommencer. Pierre m'a regardé longuement dans l'obscurité et j'ai senti comme si quelque chose d'invisible se formait entre nous. Une compréhension silencieuse liant deux personnes blessées de mondes très différents, debout dans cette pièce juste avant 3 heures du matin, observant d'un enfant endormi, portant toutes deux des cicatures que personne d'autre ne pouvait voir. 5 jours s'étaient écoulés depuis que mon monde avait été complètement bouleversé. Je m'étais lentement habitué à la vie au sein du domaine Thorne, aux repas préparés par un chef privé, aux soins de Julien dans ses somptueux quartiers, aux brèves rencontres avec Pierre quand il passait voir son fils avant le travail, et de nouveau après son retour. Ce matin-là, j'ai demandé à Pierre la permission de rendre visite à Marguerite à la Pitié-Salpêtrière, et il a accepté à la condition qu'un garde du corps m'accompagne. Je n'ai pas discuté. Je comprenais qu'avec tout ce qui se déroulait, la sécurité n'était plus quelque chose à prendre à la légère. La visite avec Marguerite s'est bien passée. Ma mère d'accueil avait l'air en meilleure santé après des jours de traitement par les meilleurs médecins et infirmières. Et bien qu'il y ait encore des questions dans les yeux de Marguerite sur la source de cette aide mystérieuse, elle ne m'a pas pressé de réponse. Sur le chemin du retour, alors que le SUV noir du domaine Thorne roulait dans une rue calme du quartier Saint-Germain, tout a changé en un instant. Une escalade noire a bloqué notre chemin. 2 autres nous ont encerclés de chaque côté, et avant que je ne puisse comprendre ce qui se passait, le garde du corps à l'avant a été traîné dehors et assommé en quelques secondes. La porte à côté de moi a été ouverte d'un coup, et un homme en costume gris coûteux s'est penché avec un sourire poli, comme s'il m'invitait à prendre un café. « Mademoiselle Bennett, mes excuses pour le dérangement. Je suis Christian Valente et je crois que nous devons parler. » J'ai regardé l'homme devant moi et j'ai senti le sang dans mes veines se glacer. Christian Valente ne ressemblait pas au chef de la mafia que j'avais imaginé. Il avait 42 ans, des cheveux argentés parfaitement coiffés en arrière, un beau visage et le sourire amical d'un homme d'affaires prospère que l'on s'attendrait à voir en couverture de Forbes. Mais ses yeux racontaient une autre histoire, froid et sans émotion, comme ceux d'un serpent, le genre qui voyait les gens comme des pions à sacrifier si nécessaire. « Mademoiselle Bennett, » a dit Valente, sa voix douce comme du velours. « J'entends dire que vous avez réussi à ruiner un plan de 3 ans à moi en un seul après-midi. Impressionnant, vraiment impressionnant. Je n'ai rien dit. Mon cœur battait la chamade, mais j'ai forcé mon visage à rester calme. » Valente a incliné la tête, m'étudiant comme un scientifique examinant un spécimen intriguant. « J'ai une proposition. Vous deviendrez mes yeux et mes oreilles à l'intérieur de la maison Thorne. Vous me direz tout. L'emploi du temps de Pierre, les détails de la sécurité, les faiblesses. En retour, votre mère d'accueil à la Pitié-Salpêtrière continuera à recevoir les meilleurs soins disponibles. Le traitement de Marguerite est payé par Pierre, ai-je dit, ma voix plus stable que je ne l'avais prévu. L'argent de Pierre, Valente a ri doucement. Et que pensez-vous qu'il arrive à Marguerite si Pierre n'est plus là?
Ou si vous n'êtes plus dans cette maison pour prendre soin de Julien, il s'est rapproché et j'ai senti l'odeur d'un parfum coûteux mélangé à quelque chose de sombre et dangereux en dessous. Les hôpitaux sont des endroits très risqués, mademoiselle Bennett. Des accidents se produisent, des erreurs de médicaments, des pannes d'équipement, des infirmières négligentes. Il serait tragique qu'une femme âgée combattant le cancer subisse un tel accident, n'est-ce que pas? J'ai eu l'impression que mon cœur était écrasé dans un point. Marguerite, la seule personne qui m'avait jamais aimé inconditionnellement. La femme qui m'avait sauvé de l'enfer du système de famille d'accueil était maintenant utilisée comme levier pour me forcer à trahir Pierre. Vous avez 1 semaine pour y réfléchir, a dit Valente, reculant avec un sourire courtois. Je vous contacterai. Et mademoiselle Bennett, ne songez même pas à parler de cette réunion à Pierre. J'ai des gens partout, y compris à l'intérieur de sa maison. Je le saurai. Il a fermé la portière. Les escalades ont disparu aussi vite qu'elles étaient apparues, me laissant seul dans le SUV, mon garde du corps inconscient à l'extérieur, mon corps entier tremblant. Pendant le trajet de retour au domaine Thorne, j'ai pensé que je pouvais faire ce que Valenté exigeait, essayer de marcher sur une ligne entre deux camps, protéger Marguerite en trahissant Pierre. Je pouvais garder le silence et espérer que tout se résoudrait d'une manière ou d'une autre. Mais quand j'ai pensé à Julien, à ses yeux gris-bleus, si semblables à ceux de son père, me regardant avec confiance, à Pierre debout dans l'obscurité à 3 heures du matin, regardant son fils dormir avec la douleur d'un père privé de 4 mois de bonheur. Je savais que je ne pouvais pas le faire. Je me suis souvenu de ce que Marguerite m'avait dit quand j'avais 17 ans, que lorsque la vie vous piège dans des situations sans bonne réponse, vous choisissez le chemin avec lequel vous pouvez vivre. Pas le plus facile, mais le bon. J'ai pris une profonde inspiration alors que la voiture s'arrêtait aux portes du domaine Thorne. Je dirai la vérité à Pierre, toute la vérité, et j'accepterai toutes les conséquences. Parce que j'étais habitué à être seul, mais je n'avais jamais appris à vivre avec la trahison des personnes qui me faisaient confiance. Ce soir-là, je suis allé trouver Pierre dans son bureau, une pièce spacieuse bordée de murs lambrissés de noyer et de bibliothèques s'étendant jusqu'au plafond. Il était assis derrière un énorme bureau en chêne, entouré de documents et d'écrans d'ordinateur allumés. Pourtant, ses yeux n'étaient concentrés sur rien de tout cela, fixant plutôt le vide. Quand j'ai frappé et que je suis entré, Pierre a levé les yeux avec une lassitude instinctive, mais son expression s'est adoucie en me voyant. Je dois vous dire quelque chose, et je dis, ma voix tremblant légèrement malgré le fait que je m'étais préparé tout l'après-midi. Et vous pourriez être très en colère. Pierre a désigné la chaise en face de lui et je me suis assise, puis je lui ai tout raconté, depuis le moment où l'escalade a bloqué la route jusqu'à l'apparition de Valente, avec son sourire d'homme d'affaires et ses yeux froids de serpent, jusqu'à la menace contre Margaret et l'offre de me transformer en espionne. Je n'ai rien caché, y compris l'affirmation de Valente selon laquelle il avait des gens à l'intérieur du domaine Thorne. Quand j'ai fini, le silence s'est étiré si longtemps que j'ai pu entendre l'horloge murale cocher. Pierre m'a regardé sans ciller, et je ne pouvais pas lire ce qui se passait derrière ses yeux gris-bleus. « Pourquoi n'êtes-vous pas devenu un agent double ?» a finalement demandé Pierre, sa voix sans émotion. Vous auriez pu faire semblant d'être d'accord avec Valenté, lui donner des informations inoffensives, protéger Marguerite et rester ici, en sécurité des deux côtés. Parce que vous méritez la vérité, ai-je répondu sans hésitation. Tout comme Julien mérite d'être en sécurité. Je ne peux pas vous dire que je suis prête à risquer ma vie pour votre fils et ensuite vous trahir dès que quelqu'un me menace. La confiance ne fonctionne pas comme ça, du moins pas pour moi. Pierre s'est penché en avant, ses mains jointes sur le bureau, son regard me transperçant comme s'il cherchait quelque chose sous mes mots. Réalisez-vous que cette décision pourrait vous tuer? Valente n'est pas un homme qui accepte le rejet. Je sais, ai-je dit, mais je sais aussi que vivre en devant me regarder dans le miroir chaque jour et voir une traîtresse, ce n'est pas vivre.
J'ai perdu beaucoup dans ma vie, mais je ne me suis jamais perdu moi-même. Je ne vais pas commencer maintenant. Un moment s'est écoulé, puis quelque chose d'inattendu s'est produit. Le coin de la bouche de Pierre s'est légèrement soulevé. Pas tout à fait un sourire, mais quelque chose qui s'en approchait, comme de l'admiration. Il s'est levé, a contourné le bureau et s'est arrêté devant moi. Marguerite sera transférée dans ma clinique médicale en province demain. Médecin privé, sécurité 24 heures, 24 et 7G7. Personne ne l'approchera sans ma permission. Valente veut jouer en menaçant les innocents. Il apprendra que c'était une erreur. Je l'ai regardé ayant l'impression qu'un poids énorme avait été soulevé de ma poitrine. Monsieur Thorne, je ne sais pas quoi dire. Pierre, m'a-t-il corrigé doucement d'un ton que je ne lui avais jamais entendu. Et vous n'avez rien à dire. Il m'a étudié longuement, et dans la chaude lumière dorée du bureau, j'ai vu quelque chose changer dans ses yeux, quelque chose de plus doux, de plus humain. Vous savez, pendant des années, tous ceux qui sont venus me voir voulaient quelque chose. De l'argent, du pouvoir, de la protection, des relations. Personne ne vient sans arrière-pensée, sauf vous. Il a fait une pause comme s'il cherchait des bons mots. Vous êtes la seule personne depuis des années qui ne voulait rien de moi. Vous avez juste fait ce qui était juste, même quand cela aurait pu vous tuer. Je ne savais pas comment répondre, et peut-être n'avais-je pas besoin de le faire dans le silence de cette nuit, entre deux étrangers, qui devenaient lentement autre chose. Quelque chose s'était établi. Pas un contrat ou une transaction, mais quelque chose de bien plus rare et précieux dans le monde sombre de Pierre Thorne. La confiance. 26 jours après que j'ai découvert les épines cachées dans le body de Julien, 3 semaines après que le monde de Pierre Thorne se soit effondré et ait été reconstruit de ses cendres, l'enfer est arrivé à 2h17 du matin. J'étais plongé dans un sommeil sans rêve lorsque les sirènes d'alarme ont déchiré la nuit. Le son perçant résonnant dans le domaine comme le cri d'une bête blessée. Je me suis redressé d'un coup dans mon lit, le cœur battant la chamade, et avant que je ne puisse me ressaisir, ma porte a été ouverte en grand. Pierre se tenait là, sans costume ni cravate, seulement une chemise noire et un pistolet à la main. Son visage tendu comme une corde sous les lumières rouges clignotantes du système de sécurité. « Valente » a-t-il dit. Un seul mot, mais il a suffi pour que je comprenne tout. 20 hommes armés sont en train de forcer la propriété. Prenez Julien et allez à la pièce blindée maintenant. Romain vous guidera. Je n'ai pas perdu une seconde à y poser des questions. J'ai couru dans la chambre de Julien, juste à côté, où il pleurait, réveillé en sursaut par les alarmes. Je l'ai soulevé, le serrant contre ma poitrine, sentant son petit corps trembler contre le mien. « Chut, ça va, ai-je chuchoté. Même si je savais que c'était un mensonge, même si rien n'allait. Romain est apparu dans l'embrasure de la porte de la chambre. Sa précision tactique et ses années d'entraînement ne semblaient avoir aucun effet sur sa vitesse, son arme stable dans sa prise, ses yeux balayant chaque angle. « Suivez-moi maintenant. » Nous avons couru le long des longs couloirs, les lumières rouges clignotantes, créant d'une brume surréaliste et cauchemardesque. Des coups de feu ont éclaté des étages inférieurs, des rafales de tirs claquant dans l'air, mêlées de cris et du fracas du verre. J'ai serré Julien plus fort, protégeant sa tête avec ma main en courant. J'ai couru comme jamais auparavant, restant près du dos de Romain, à travers des passages tortueux dont je ne soupçonnais même pas l'existence dans le domaine. Nous étions presque à la pièce blindée quand tout s'est écroulé. 3 hommes armés sont apparus au bout du couloir, et Romain a réagi instantanément, me poussant dans une alcôve murale et ouvrant le feu. Je me suis recroquevillé dans le coin, Julien hurlant dans mes bras, et tout ce que je pouvais faire était de fermer les yeux et de prier alors que des coups de feu assourdissants explosaient autour de nous. Puis j'ai entendu un gémissement de douleur et mon cœur a semblé s'arrêter. « Romain !» ai-je hurlé quand j'ai vu le grand homme s'effondrer contre le mur, le sang trempant son épaule. Mais Romain n'était pas encore KO. Il a abattu le dernier homme armé,
puis s'est tourné vers moi, son visage pâle à cause de la perte de sang. Continuez. La porte de la pièce blindée est au bout du couloir. Le code est la date d'anniversaire de Julien. Je vous couvre. Mais vous, ai-je commencé. Allez-y, rugit Romain, et je n'ai plus eu le temps d'hésiter. J'ai serré Julien et j'ai sprinté vers le bout du couloir, mes doigts tremblants en entrant le code sur le clavier. Et quand l'épaisse porte en acier s'est ouverte, je me suis précipité à l'intérieur comme dans les bras du salut. La pièce blindée était une chambre renforcée avec des murs en acier, assez de nourriture et d'eau pour 2 semaines, et surtout un système de caméras de sécurité affichant chaque recoin du domaine. J'ai placé Julien dans le berceau portable, préparé à l'intérieur, essayant de l'apaiser même si je tremblais de façon incontrôlable. Puis mes yeux se sont posés sur les écrans des caméras et le sang dans mes veines s'est glacé. Pierre était en bas, combattant au moins 5 hommes armés à la fois. Il en avait déjà abattu plusieurs, mais ses munitions étaient limitées et les assaillants continuaient d'arriver comme un flot. J'ai vu qu'il avait été touché à l'épaule, qu'il avait chancelé, puis qu'un autre assaillant lui avait fait tomber son arme du poing. J'ai vu Pierre tomber, entouré de 3 hommes armés, et j'ai su qu'à moins d'un miracle, l'homme qui avait sauvé Marguerite, qui m'avait montré que même les monstres pouvaient avoir un cœur, allait mourir cette nuit-là. J'ai fixé les moniteurs de sécurité avec un cœur qui semblait écrasé dans ma poitrine. Pierre était entouré de 3 hommes armés, un genou pressé dans son dos, un pistolet pointé sur sa tête, et je savais que je n'avais que quelques secondes pour décider. Julien était dans le berceau portable, ne pleurant plus, me regardant avec des yeux bleus gris confiants, identiques à ceux de son père. Si Pierre mourait cette nuit-là, Julien serait orphelin et je perdrais le premier homme qui m'avait jamais vraiment vu, le premier qui m'avait fait confiance, non pas pour ce que je pouvais lui donner, mais pour qui j'étais. Je ne pouvais pas laisser cela arriver. Je me suis tourné vers le kit d'urgence à l'intérieur de la pièce blindée, l'œil déchiré, et j'ai trouvé un taser. Pas une arme idéale, mais la seule que je savais utiliser. J'ai regardé Julien une fois de plus et j'ai murmuré que je reviendrais. Je lui ai promis, puis j'ai ouvert la porte en acier et je suis sorti. Le couloir était plongé dans l'obscurité, éclairé uniquement par les lumières rouges clignotantes d'urgence et l'écho lointain de coups de feu d'en bas. Je me suis déplacé comme un fantôme, m'aplatissant contre le mur, faisant attention de ne faire aucun bruit. J'avais mémorisé la position de Pierre grâce aux caméras, le salon du rez-de-chaussée, et je devais l'atteindre avant qu'il ne soit trop tard. J'ai trouvé l'escalier de service que Romain m'avait montré pendant mes premiers jours dans la maison, et j'ai descendu les marches une par une, mon cœur battant follement. Alors que je m'approchais du salon, j'ai entendu des voix dans un mélange d'italien et de français. J'ai entendu Pierre gémir doucement, et j'ai su que j'étais au bon endroit. Je me suis pressé dans un coin et j'ai regardé. Pierre était à genoux, ses mains épinglées derrière son dos par un grand homme armé, son visage taché de sang à cause d'une coupure sur le front. 2 autres hommes armés montaient de la garde, leurs armes braquées sur lui, et l'un d'eux parlait dans un téléphone, probablement pour faire son rapport à Valente. Je savais que je n'avais qu'une seule chance. J'ai attendu que l'homme au téléphone tourne le dos, puis j'ai bougé. J'ai jailli du coin, j'ai visé le taser sur l'homme qui retenait Pierre et j'ai tiré. L'électrode a frappé son dos et il s'est effondré avec un hurlement, son corps convulsant de façon incontrôlable. Tout s'est passé en quelques secondes. Pierre, libéré de l'attaquant paralysé par le taser, est bougé instantanément avec l'instinct d'un homme qui avait survécu à d'innombrables batailles. Il a attrapé l'arme tombée et a tiré sur le 2e homme avant qu'il ne puisse réagir. Le 3e a tiré et j'ai entendu Pierre grogner alors que la balle lui déchirait l'épaule, mais cela ne l'a pas empêché de riposter. Le 3e homme est tombé et le salon est tombé dans un silence soudain,
seulement brisé par la respiration laborieuse de Pierre et les gémissements de l'homme au sol. Pierre a parlé à travers des dents serrées, sa voix brisée par la douleur, me disant que j'étais folle et me commandant de retourner à la pièce blindée immédiatement. J'ai répondu que je n'irais nulle part sans lui. J'ai glissé mon bras autour de lui et je l'ai aidé à se relever. Il était plus lourd que prévu, près d'1,90 m et tout en muscles solides, mais l'adrénaline m'a donné une force que je n'avais pas normalement. Nous avons chancelé dans le couloir. Je le traînais presque, son sang trempant mes vêtements. Nous avons atteint la pièce blindée juste au moment où j'ai entendu des pas se précipiter vers nous. J'ai claqué la porte en acier et je l'ai verrouillée. Et nous nous sommes effondrés à l'intérieur comme des feuilles emportées par une tempête. Je n'ai pas fait de pause pour respirer. J'ai abaissé Pierre au sol, déchiré sa chemise et examiné la blessure. La balle était toujours logée dans son épaule, le sang coulait régulièrement, et sans la retirer, il pourrait se vider de son sang. Pierre m'a dit qu'il y avait un kit médical dans le coin et m'a averti que ça ferait mal. J'ai dit que je savais, ouvrant déjà le kit et préparant les outils, lui disant qu'il n'y avait pas d'anesthésique. Il m'a dit qu'il n'en avait pas besoin, me regardant avec des yeux gris-bleu remplis de douleur et d'autres choses que je n'osais pas nommer, me disant de le faire. J'ai travaillé. J'avais déjà retiré des balles et recousu des blessures dans des salles d'urgence, mais jamais comme ça. Jamais avec un patient qui me regardait sans ciller, qui endurait l'agonie en silence. Quand j'ai extrait la balle et commencé à recoudre la chair déchirée, Pierre a finalement demandé pourquoi j'étais revenu. Sans lever les yeux, j'ai dit que c'était parce que Julien avait besoin de son père. Il a demandé si ce n'était que Julien. J'ai fait une pause d'un battement de cœur, puis j'ai continué à coudre, lui disant qu'il savait que ce n'était pas seulement Julien. Le silence s'est étiré entre nous, seulement brisé par les doux bruits de Julien depuis le berceau et le son de l'aiguille traversant la peau. Quand j'ai fini et bandé la blessure, le bruit extérieur a soudainement changé. Des coups de feu ont de nouveau éclaté, mais cette fois, cela semblait plus lointain. Puis une voix familière a crépité à la radio du kit d'urgence. La voix de Romain, faible mais vivante, disant que des renforts étaient arrivés. Valente battait en retraite. Le domaine était sécurisé. J'ai expiré comme si je relâchais un poids écrasant. Et quand j'ai regardé Pierre, je l'ai vu me regarder avec une expression que je savais ne jamais oublier. Le regard d'un homme qui avait enfin trouvé quelque chose qu'il avait cessé de croire mériter. Une semaine après l'attaque de Valente, le domaine Thorne retrouvait lentement une sorte de normalité. Enfin, normal pour une famille comme celle-là. Pierre s'était remis avec une vitesse étonnante, l'épaule toujours bandée, mais ça ne l'empêchait plus de travailler. Ce matin-là, il m'a convoqué dans son bureau pour me dire qu'il allait régler son compte à Valente une bonne fois pour toutes, que Julien et moi aurions une sécurité renforcée pendant son absence, que tout se terminerait ce soir. Je n'ai pas demandé ce que régler son compte signifiait. Il y avait des choses que je n'avais pas besoin de savoir et que je ne voulais pas savoir. J'ai simplement hoché la tête et lui ai dit de faire attention. Et quand Pierre m'a regardé avec une expression étrangement douce avant de partir, mon cœur s'est serré d'inquiétude. Cet après-midi-là, alors que je nourrissais Julien dans sa chambre, j'ai entendu un son inhabituel dans le couloir. J'ai écouté attentivement et mon pouls s'est accéléré quand j'ai reconnu le rythme. Pas les pas lourds des gardes ni la douce foulée de Madame Durand, mais le claquement sec de talons hauts. Un son si familier qu'il m'a glacé le sang. La porte de la chambre s'est ouverte et Sophie se tenait là, plus la femme impeccable et polie que j'avais rencontrée au début. Ses cheveux platines étaient emmêlés, son maquillage un désastre, ses vêtements froissés comme si elle les avait portés pendant des jours. Mais ce qui m'a fait bondir, ce n'était pas l'apparence de Sophie. C'était le pistolet dans sa main, pointé droit sur moi. Sophie a parlé d'une voix chancelante et des yeux sauvages, demandant si j'étais surprise, ricanant que je pensais vraiment qu'il pourrait l'enfermer pour toujours, disant qu'il y avait toujours quelqu'un prêt à aider si le prix était bon.
J'ai lentement posé le biberon, je me suis levé et j'ai bougé de manière à bloquer de mon corps le berceau où Julien était allongé. J'ai demandé ce que Sophie voulait. Sophie a ri, le son strident résonnant dans la chambre dorée, disant qu'elle voulait récupérer sa vie. Elle voulait les 50 millions que Valente avait promis. Elle voulait sortir de l'enfer qu'elle avait enduré pendant 5 ans en tant que femme décorative d'un gangster. Et moi, j'avais tout ruiné avec mon habitude de mettre mon nez où il ne fallait pas. Je n'ai pas reculé. Même si le pistolet était à moins de 2 mètres, j'ai dit que j'avais sauvé son fils d'être torturé tous les jours. Et si c'était ça s'ingérer, je le ferais 1000 fois. Sophie s'est avancée, les yeux rouges et déments, disant que Julien n'avait jamais été son fils, qu'il était une erreur, un fardeau, un outil, et si elle ne pouvait pas obtenir ce qu'elle voulait de lui, alors personne ne l'aurait. Elle a visé le pistolet vers le berceau derrière moi. Je me suis tenu droite, les bras tendus devant le berceau de Julien, comme un bouclier vivant, disant à Sophie qu'elle devrait d'abord me tirer dessus. Sophie a grogné, demandant si je pensais qu'elle ne le ferait pas, demandant ce qu'elle avait à perdre. J'ai dit que je pensais que Sophie était une lâche, ma voix stable malgré mon cœur qui battait comme un tambour de guerre, disant que Sophie n'osait blesser que ceux qui ne pouvaient pas se défendre, un bébé de 4 mois qui ne pouvait pas crier à l'aide, un mari qui lui faisait confiance et ne pouvait pas voir la trahison. Mais maintenant, debout devant quelqu'un qui pouvait la regarder dans les yeux et dire la vérité, elle avait peur de ne pas avoir le courage d'appuyer sur la gâchette, de ne pas avoir le courage de faire quoi que ce soit sans que quelqu'un d'autre ne la protège. Le visage de Sophie s'est tordu de rage, sa prise sur l'arme s'est resserrée, et j'ai vu son doigt commencer à serrer la gâchette. J'ai fermé les yeux, prête à la balle, prête à mourir, protégeant l'enfant derrière moi. Mais l'arme n'a jamais tiré. Au lieu de cela, il y a eu le fracas du verre brisé et le cri de douleur de Sophie. J'ai ouvert les yeux et j'ai vu Sophie effondrée sur le sol, le sang coulant d'une blessure sur sa tête, le pistolet glissant à travers la pièce. Derrière elle se tenait Madame Durand, la gouvernante de 60 ans qui avait travaillé au domaine Thorne pendant 20 ans, tenant les restes d'un vase en cristal de baccarat qu'elle venait de fracasser sur la tête de Sophie. Point de vue de Madame Durand, tel que raconté plus tard à Marie. Ma chère Marie, je te jure que je n'y ai pas réfléchi à 2 fois. J'étais en train de ranger le petit salon, je m'apprêtais à faire le thé de l'après-midi, et j'ai entendu des voix. Une voix aiguë et hystérique, c'était Sophie, bien sûr, et la tienne, si calme, si posée malgré tout. J'ai compris tout de suite, même avant de voir mère le pistolet. Cette femme, elle avait toujours eu quelque chose de faux, tu sais. Ses sourires, ses belles paroles, mais derrière, c'était le vide et le froid. Et Julien, oh, notre petit Julien, je l'ai vu grandir, vu ses premiers jours, ses premiers sourires. Il était si doux, si innocent. Comment une mère peut-elle faire ça? J'avais juste ce vase, celui que M. Thorne a reçu d'un ambassadeur très lourd. Eh bien, je l'ai soulevé. C'était tout. Pour Julien, pour toi, je n'allais pas laisser cette folle toucher un seul de tes cheveux ou de ceux de ce petit. Ça n'a pas été difficile. La rage, elle donne de la force, ma chère. Pierre est revenu au domaine moins d'1 heure après que Madame Durand ait assommé Sophie, et le regard sur son visage quand il a vu la scène dans la chambre de Julien était quelque chose que je savais ne jamais oublier. Sophie était toujours inconsciente sur le sol, ses poignets solidement menottés par Romain, même si elle n'allait nulle part. Le sang de la blessure sur sa tête était déjà séché en une traînée rouge sombre contre ses cheveux platines. Pierre l'a dépassée comme si elle était une pile de déchets. Il est allé droit vers moi où j'étais assise dans le fauteuil à bascule avec Julien dans mes bras, ses yeux balayant mon corps pour vérifier tout signe de blessure. « Vous allez bien ?» a été la première chose qu'il a demandé. Ne demandant pas à propos de Sophie. Ne demandant pas ce qui s'était passé, mais demandant à propos de moi. J'ai hoché la tête, ne faisant pas confiance à ma voix si j'ouvrais la bouche.
Pierre s'est agenouillé devant moi, une main touchant doucement la tête de Julien alors que le bébé dormait, inconscient de la tempête qui venait de passer, l'autre reposant sur mon genou comme s'il avait besoin de confirmer que j'étais vraiment là, vraiment en sécurité. Puis il s'est levé et s'est tourné vers Sophie, et j'ai vu sa mâchoire se serrer, j'ai vu sa main se refermer en un point, j'ai vu la rage bouillir sous la surface calme. Je savais que dans le monde de Pierre, ce que Sophie avait fait n'entraînait qu'une seule punition, et ce n'était pas la prison. « Romain, » a dit Pierre, sa voix froide comme la glace, « appelle notre contact au FBI. » Romain a semblé si choqué qu'il n'a même pas essayé de le cacher. Et j'ai ressenti la même chose. Le FBI était l'ennemi naturel d'hommes comme Pierre, la menace constante qu'il avait passé toute sa carrière à éviter. L'idée qu'il les contacterait volontairement était impensable. « Patron ?» a demandé Romain comme s'il avait besoin d'être sûr d'avoir bien entendu. « Appelle-les » a répété Pierre. « Dis-leur que j'ai des preuves de maltraitance d'enfants, de conspiration avec Christian Valente et suffisamment d'informations pour ouvrir un dossier RICO. Dis-leur que je suis prêt à coopérer s'ils veulent une Valente servie sur un plateau d'argent. » 2 mois plus tard, j'étais assise dans le salon du domaine Thorne, regardant les nouvelles sur la conclusion du procès. Sophie Hartwell, son nom de jeune fille puisqu'elle avait perdu le droit au nom Thorne il y a longtemps, avait été condamnée à 15 ans de prison fédérale pour maltraitance d'enfants, conspiration et complicité dans des activités d'organisation criminelle en vertu de la loi RICO. Aucune possibilité de libération conditionnelle pendant les 12 premières années. Tous les droits parentaux définitivement résiliés. L'image de Sophie étant emmenée hors du tribunal menotté, son visage qui ornait autrefois les couvertures de magazines, maintenant pâle et vieilli d'une décennie, était une image que je savais me hanterait pendant un certain temps, non par pitié, mais parce qu'elle me rappelait le coup de la cruauté. Pierre est entré dans le salon et s'est assis à côté de moi, ses yeux également fixés sur la télévision où les journalistes parlaient de la chute d'une influenceuse de plusieurs millions d'abonnés. « Vous vous êtes demandé pourquoi je ne l'ai pas tuée ?» a dit Pierre, non pas une question, mais une affirmation. J'ai hoché la tête. Je me l'étais demandé pendant 2 mois. « À cause de vous ?» Pierre s'est tourné vers moi et dans ses yeux, il y avait quelque chose de doux que j'avais commencé à reconnaître. Vous m'avez montré qu'il y avait une autre voie, que la violence n'est pas toujours la seule réponse. Et plus important encore, il a fait une pause regardant vers la chambre de Julien où le petit faisait la sieste. Julien ne devrait pas grandir avec un père qui a tué sa mère, même si cette mère était un monstre. De cette façon, il grandira en sachant que sa mère paye pour ce qu'elle a fait. Mais son père n'est pas un bourreau. J'ai regardé l'homme assis à côté de moi, le chef de la mafia le plus redouté de la côte Est, qui avait choisi la justice plutôt que la vengeance, et j'ai réalisé que je voyais une version de Pierre Thorne que peut-être personne d'autre n'avait jamais vue. 6 mois s'étaient écoulés depuis le jour où Sophie avait été condamnée. 6 mois de changement que je n'aurais jamais imaginé vivre. Margaret avait été déclarée exempte de cancer, ses derniers tests étant tous négatifs, et elle avait emménagé dans la maison d'amis du domaine Thorne à l'invitation de Pierre, une offre que Margaret avait d'abord refusée parce qu'elle ne voulait pas être un fardeau avant d'accepter, finalement, quand Pierre avait dit que Julien avait besoin d'une grand-mère. J'étais resté pour prendre soin de Julien. Mais mon rôle avait depuis longtemps évolué, plus seulement une infirmière ou une nounou, mais quelque chose que personne ne prenait la peine de nommer parce que tout le monde pouvait le voir. Et Pierre me courtisait depuis 6 mois, d'une manière que je n'aurais jamais attendue d'un chef de la mafia, pas avec des cadeaux somptueux ou de grandes promesses, mais avec de petits actes délibérés qui avaient un poids réel. Il rentrait tôt chaque soir pour dîner avec Julien et moi. Il me demandait mon avis sur chaque décision concernant son fils. Il se souvenait que j'aimais le thé Earl Grey et s'assurait qu'il y en avait toujours une boîte fraîche dans la cuisine. Il me regardait comme si j'étais la chose la plus précieuse dans une maison remplie de tableaux
à 1 million d'euros et d'antiquités inestimables. Mais chaque fois que Pierre se rapprochait, je reculais d'un pas. Non pas parce que je ne ressentais rien pour lui, mais parce que j'avais peur. Peur de ne pas mériter quelque chose de bien. Peur que si je me permettais d'aimer, je serais blessé comme je l'avais toujours été auparavant. Peur que moi, une enfant passée par 7 foyers d'accueil, je n'étais tout simplement pas faite pour être aimée. Ce soir-là, je me tenais sur le balcon surplombant Paris, comme tant de fois auparavant, les lumières de la ville scintillant en contrebas comme un océan d'étoiles. J'ai entendu des pas et je n'ai pas eu besoin de me retourner pour savoir qui c'était. Pierre se tenait à côté de moi et nous avons regardé la ville en silence un long moment avant qu'il ne parle. « Je ne suis pas un homme bon, Marie, a-t-il dit, son regard fixé sur la distance. J'ai fait des choses que vous ne me pardonneriez jamais si vous en connaissiez les détails. Mes mains ne sont pas propres, et elles ne le seront probablement jamais. Je ne peux pas vous promettre une vie normale, sûre, simple comme les autres hommes le peuvent. » J'ai tourné la tête pour le regarder, les lignes nettes de son visage, la légère cicatrice le long de sa mâchoire, les yeux gris-bleu abritant une vulnérabilité qu'il ne montrait qu'à moi, l'homme qui avait sauvé Marguerite, protégé Julien, et m'avait attendu pendant 6 mois sans se plaindre. Je sais, ai-je dit, et ma voix n'a pas tremblé comme je pensais qu'elle le ferait. Je sais qui vous êtes, Pierre. Je connais votre monde et je suis toujours là. Pierre s'est tourné vers moi et dans la chaude lumière venant du salon, j'ai vu quelque chose dans ses yeux enfin se briser, le dernier mur tomber, et il m'a regardé sans rien cacher. « Vous méritez mieux que moi, a-t-il chuchoté. « Peut-être, ai-je répondu, et pour la première fois, j'ai fait un pas en avant au lieu de reculer. Mais je ne veux pas mieux. Je vous veux, vous. » Pierre a levé la main, touchant mon visage comme il l'avait fait il y a des mois sur ce même balcon. Mais cette fois, aucun de nous n'a reculé. Ses doigts ont tracé la courbe de ma joue, de ma mâchoire, et quand il s'est penché, j'ai fermé les yeux. Notre premier baiser n'a pas été un incendie, mais l'allumage d'une bougie, lent et doux, rempli d'attention et de retenue. Les lèvres de Pierre étaient chaudes contre les miennes. Une main soutenant l'arrière de mon cou, l'autre autour de ma taille comme si j'étais quelque chose de précieux qui pouvait se briser. Et moi, pour la première fois de mes 27 ans, je me suis autorisé à être aimé. Je n'ai pas reculé, je n'ai pas cherché de raison de fuir, je ne me suis pas dit que je n'étais pas digne. Je suis simplement resté là, dans les bras de l'homme que le monde craignait, mais qui me tenait comme un trésor, et j'ai laissé les larmes couler sur mes joues parce qu'enfin, j'avais trouvé ma place. Aujourd'hui, 4 ans après ce premier baiser sur le balcon, le domaine Thorne est rempli de rire et de ballons éclatants pour le 5e anniversaire de Julien. Il court dans le jardin avec les enfants de sa maternelle, ses cheveux foncés rebondissants et ses yeux gris-bleu pétillants de joie. Il n'y a plus aucune trace, sur son corps ou dans son esprit, des blessures d'il y a des années. Les psychologues pour enfants ont confirmé que Julien ne portait aucune séquelle durable des abus subis quand il était trop jeune pour s'en souvenir. Il a grandi en pleine santé, heureux et profondément aimé. Je me tiens sur la terrasse, regardant mon fils jouer, une main posée sur mon ventre de 6 mois de grossesse, rond et plein, l'autre tenant un verre de limonade que Marguerite vient de me faire. Une alliance en platine ornée d'un saphir bleu scintille à mon annulaire quand le soleil l'attrape. La bague que Pierre m'a glissée à la main lors de notre petit mariage intime, avec seulement la famille et quelques personnes de confiance, il y a 2 ans. J'avais choisi le saphir plutôt que le diamant parce que je ne me souciais jamais de l'extravagance. Et Pierre avait ri, disant que j'étais la seule femme qu'il connaissait à refuser un diamant. « Maman, regarde-moi !» crie Julien en courant vers moi, tenant un ballon de super-héros, son visage joufflu rayonnant. Je me penche pour l'attraper autant que mon ventre le permet et j'embrasse son front. Entendre maman me serre toujours le cœur à chaque fois.
Même après l'avoir entendu des milliers de fois au cours des 3 dernières années, depuis que Julien a commencé à parler et a naturellement choisi ce nom pour moi. Je n'avais jamais demandé, jamais suggéré. Julien l'avait choisi lui-même et c'était le cadeau le plus précieux que j'ai jamais reçu. Mamie Marguerite, Mamie Marguerite, viens jouer avec moi, dit Julien, tirant la main de Marguerite alors qu'elle est assise sous le chêne dans un fauteuil en osier. Une femme de 75 ans aux cheveux blancs argentés et à un sourire doux. Marguerite se lève, plus lentement qu'avant, mais forte. Le cancer est maintenant un lointain souvenir. Ses médecins l'ayant déclaré en parfaite santé lors de son dernier bilan. Elle vit dans la maison d'amis du domaine, suffisamment proche pour voir Julien tous les jours et suffisamment privée pour avoir son propre espace. Et elle dit souvent que ces dernières années ont été les plus heureuses de sa vie. Pierre sort de la maison dans le jardin avec un sourire que seule sa famille voyait. Il a beaucoup changé au cours des 4 dernières années, non seulement en tant qu'homme, mais aussi dans son empire. 60% de l'empire Thorne opère désormais entièrement légalement. L'immobilier haut de gamme à Paris et en banlieue, une entreprise technologique en pleine croissance dans la Silicon Valley française, une chaîne de restaurants de luxe le long de la côte méditerranéenne. Il m'avait dit que dans 10 ans, notre fille n'hériterait pas d'argent sale. Et je le croyais. Je travaille toujours à temps partiel en pédiatrie à la Pitié-Salpêtrière. Non pas pour l'argent, mais parce que je ne pouvais pas abandonner le travail qui m'a façonné. J'avais refusé toutes les suggestions de rester à la maison et d'être simplement Madame Thorne. Et Pierre ne m'a jamais fait de pression. Il comprenait que j'avais besoin d'être moi-même, de me sentir utile, non pas parce que j'étais sa femme ou la mère de Julien, mais à cause de ce que je faisais pour d'autres enfants qui avaient besoin de moi. Je regarde Julien courir vers Pierre et être soulevé sur les épaules de son père. Je regarde Marguerite sourire, avec ses quelques dents manquantes, alors que son petit-fils lui tend un morceau de gâteau d'anniversaire. Je regarde une maison autrefois remplie d'ombre et de secrets, résonner maintenant des rires d'enfants. Je pose ma main sur mon ventre, où ma fille donne de doux coups de pied, et je sais que c'est la vie que je n'ai jamais osé rêver, mais que j'ai toujours méritée. Cette nuit-là, après la fête d'anniversaire et Julien profondément endormi dans sa chambre, son nouvel oreiller de super-héros sous le bras, je me tenais dans la chambre de bébé en préparation pour l'arrivée de notre fille. La pièce était peinte d'un doux rose poudré, le berceau blanc déjà assemblé, des peluches soigneusement rangées sur les étagères, et Julien avait délicatement placé son ours en peluche préféré à l'intérieur du berceau pour réserver une place à sa petite sœur. Je me tenais près de la fenêtre, regardant les lumières scintillantes de Paris en contrebas, lorsque j'ai senti des bras familiers m'entourer par derrière. La chaleur de Pierre se posant contre mon dos, sa main reposant sur mon ventre de femme enceinte, où notre fille donnait de doux coups de pied comme pour saluer son père. Nous sommes restés là en silence, et j'ai laissé mon esprit vagabonder à travers les années lointaines. J'ai pensé à la fillette de 6 ans avec des brûlures de cigarettes sur les bras, suppliant les adultes de la croire alors qu'ils détournaient le regard. J'ai pensé à l'adolescente de 16 ans dans un foyer de groupe qui avait presque perdu espoir jusqu'à l'apparition de Marguerite. J'ai pensé à l'infirmière de 27 ans vivant dans un studio exigu à Paris, travaillant 12 heures par jour et toujours incapable de payer le traitement de la femme qui lui avait sauvé la vie. Et j'ai pensé au moment qui a tout changé, la seconde tranquille et fatidique où j'ai choisi de retourner un body en soie dans une chambre d'enfant à 1 million d'euros. Certaines décisions sont infimes, presque insignifiantes, mais elles changent tout, n'est-ce pas? La vie est faite de ces bifurcations où un détail à peine remarqué peut redessiner tout le chemin. Est-ce que ce que j'ai fait était juste ou simplement le chemin que je ne pouvais pas ne pas prendre? Honnêtement, je ne sais pas toujours. Mais une chose est sûre, je n'ai jamais eu l'impression que c'était une erreur. Il y a encore des ombres, bien sûr, le monde de Pierre n'est pas devenu un conte de fées. Et ma propre histoire me rappelle que le danger est toujours là. Mais nous sommes ensemble, et c'est ce qui compte.
La vie n'est pas parfaite, jamais. Mais elle est la mienne et elle est pleine d'amour. Et ça, c'est ce qui la rend si précieuse malgré tout. Qu'auriez-vous fait à ma place? C'est une question qui me trotte souvent dans la tête. Parce que parfois, les héros ne sont que des gens qui refusent de regarder